Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, toute l'équipe de Futura Science vous souhaite une excellente année 2007, pleine de bonheur, de santé et de réussite. Merci pour votre fidélité et pour l'aventure permanente que nous vivons ensemble au cœur de la science. Pour cette nouvelle année, nous vous promettons de grands changements. Soyez au rendez-vous. Voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 1er au 7 janvier. Invisibilité, les métamatériaux arrivent dans le visible. Dans ce domaine en ébullition, où il se passe quelque chose tous les mois et où l'on parle tranquillement d'invisibilité, une équipe américaine vient de franchir un cap. Apporter dans le domaine de la lumière visible les extraordinaires propriétés des métamatériaux à indice de réfraction négatif qu'on ne savait jusqu'ici exploiter que dans les micro-ondes. Les scientifiques ont annoncé qu'ils tenaient un métamatériau fonctionnant à 780 nanomètres, c'est-à-dire la longueur du rouge. Ils l'ont réalisé en gravant des trous de 100 nanomètres dans une couche d'argent et de fluorure de magnésium. Sa propriété principale est un indice de réfraction négatif, la plus recherchée actuellement. La déviation d'un rayon lumineux qui pénètre ou qui sort de ce matériau est très forte. Pour réaliser un tel métamatériau, il faut construire une structure composée d'un grand nombre de minuscules motifs identiques dont les dimensions sont de l'ordre de la longueur d'onde pour laquelle l'indice de réfraction sera négatif. Conclusion, il est plus facile de réaliser un métamatériau agissant sur les ondes radio ou les micro-ondes que sur la lumière de longueur beaucoup plus courte. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science, au cœur de la science. Total HD, un disque hybride compatible Blu-ray et HD DVD. Les studios Warner se proposent de résoudre le conflit entre les médias optiques de nouvelle génération à l'aide d'un nouveau type de disque baptisé Total HD. Ce dernier pourrait être lu indifféremment sur un lecteur HD DVD ou sur un lecteur Blu-ray. Warner espère ainsi apaiser les craintes des consommateurs qui ne savent lequel de ces deux formats choisir et dynamiser ainsi les ventes de produits dits haute définition. Alors qu'aujourd'hui, certains films ne sont proposés que sur l'un des deux supports concurrents et que d'autres sont disponibles sur les deux, la solution de Warner permettrait de mettre tout le monde d'accord, laissant la compétition se dérouler entre les fabricants de lecteurs. Pour les studios, le coût de production des disques augmenterait, mais cette technologie leur permettrait de ne plus avoir qu'à presser un seul format de disque au lieu de deux versions d'un même long métrage. L'initiative de la Warner se heurtera toutefois à celle des fabricants qui, comme LG, ambitionnent de lancer sur le marché des lecteurs hybrides compatibles avec les deux formats. Ceux-ci devraient toutefois dans un premier temps se vendre à des prix nettement supérieurs aux lecteurs dédiés à un seul de ces formats. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Blu-ray ou HD DVD, guerre du DVD de demain. Inauguration de la plus grande centrale solaire de France à La Réunion. La plus grande centrale solaire photovoltaïque de France vient de voir le jour sur l'île de La Réunion. Au milieu du retard français, elle illustre un mouvement général en Europe et dans le monde. Aucun candidat à l'élection présidentielle française n'était là. Le sujet n'a pas fait la une de l'actualité. Pourtant, le progrès est notable et louable. Une centrale photovoltaïque, donc à cellules photoélectriques, vient d'être inaugurée à Saint-Denis de La Réunion. Installée sur le toit d'un immense entrepôt, ces 6000 panneaux occupent une surface de 8500 m². Déjà raccordée au réseau EDF, elle produira 1,35 MW, soit pratiquement autant que toutes les autres sources photovoltaïques de l'île. En France, l'encombrante énergie nucléaire fait bien sûr de l'ombre au solaire et a même occulté la centrale Thémis, prototype construit en 1983. Mais la situation évolue. Dans un article du Monde daté du 9 novembre 2006, Philippe Malbranche, spécialiste des technologies solaires au Commissariat à l'énergie atomique, CEA, assurait qu'à terme, le solaire va s'imposer.
En 10 ans, les prix de revient ont été divisés par 2 ou 3 et continuent de se réduire. Ils finiront par devenir compétitifs. À l'échelle mondiale, la tendance est désormais irrémédiablement lancée. Très marginale aujourd'hui, la production d'énergie solaire représente tout de même un secteur en croissance de 32% par an, un taux que doivent lui envier bien des industries. Actuellement, plusieurs techniques sont en lice, mais les cellules photoélectriques ont le vent en poupe grâce à de multiples progrès techniques. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. Futurascience. Des lacs de méthane sur Titan bien réels. Les scientifiques annoncent avoir définitivement démontré la présence de lacs de méthane liquide à la surface de Titan, le plus gros satellite naturel de Saturne. En se basant sur les caractéristiques des lacs, les scientifiques du programme Cassini sont convaincus qu'ils se trouvent bien en face de dépressions remplies de liquide. Une autre hypothèse voudrait que ces formations se soient formées dans un lointain passé et se soient remplies d'un dépôt de matière de faible densité, plus foncé que le terrain composant le reste de la surface du satellite. Cependant, l'absence de vent dans cette région de Titan rend cette théorie peu plausible. Les formations lacustres de l'hémisphère nord de Titan démontrent avec évidence que la surface du planétoïde et son atmosphère sont soumis à un cycle hydrologique particulièrement actif, mettant en œuvre des formes liquides autres que l'eau. Au cours de ce cycle, les lacs sont approvisionnés par des précipitations de méthane, ainsi que probablement par des couches de subsurface semblables à nos nappes phréatiques, à la différence près que le méthane liquide remplace l'eau. D'autres observations rapprochées sont encore attendues de la surface de Titan, qui décidément nous réserve bien plus de surprises qu'on ne le pensait. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Nous vous invitons aussi à découvrir toutes les photos en haute résolution de ces lacs dans notre galerie photo. Comment le fœtus se prépare-t-il à l'accouchement ? Des chercheurs de l'unité INSERM 29 à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée viennent de démontrer pour la première fois que la mère informe et prépare le fœtus à l'accouchement grâce à l'ocytocine, hormone responsable de la survenue des contractions. En effet, sous l'action de cette hormone, les neurones fœtaux sont anesthésiés et donc prêts à affronter le traumatisme et ou le manque d'oxygène inhérent à la naissance. Ces résultats publiés dans Science ont également des implications sur la prévention des accouchements prématurés. Les substances habituellement administrées pour contrer l'action de l'ocytocine pourraient en effet empêcher les neurones fœtaux de se protéger en cas de complications. Ces résultats soulèvent des questions majeures quant aux pratiques autour de l'accouchement. Le faible passage de ces médicaments de la mère au fœtus, leur courte durée d'action, sont des éléments en partie rassurants, mais il n'est pas possible pour l'instant de savoir si cela comporte un risque réel pour l'enfant. Les résultats des scientifiques devraient donc être portés à la connaissance des praticiens et les inciter à bien peser dans chaque cas le choix du médicament à utiliser pour tenter d'empêcher l'accouchement prématuré. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futurascience, au cœur de la science. Les autres faits marquants en bref, l'Observatoire spatial Corot, convention, rotation et transit planétaire, a décollé mercredi 27 décembre 2006 à 14h23 temps universel, emporté sous la coiffe d'une fusée Soyouz 2-1B depuis le cosmodrome de Baïkonour. Et puis fin décembre, une faille a été mise en évidence dans le lecteur de fichiers PDF. Elle permet des attaques. Des spécialistes de sécurité ont signalé que la faille était potentiellement beaucoup plus grave que cela n'avait été d'abord envisagé. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. En ce début d'année, Futurascience vous propose une rétrospective en images des moments forts de l'année 2006. Profitez du mois de janvier pour envoyer des e-cards pour présenter à vos amis et à votre famille vos meilleurs vœux pour l'année 2007. Enfin, pour conclure, retrouvez nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futurascience.
C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.